Vous écoutez l'épisode 37 du podcast Business en spa esthétique, gérer son temps et ses émotions de chef d'entreprise avec Clotilde Dussoulier. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous faire rencontrer Clotilde Dussoulier. Clotilde est un de mes mentors depuis 2018, au travers de ses services en tant que Master Coach certifié. Avec Clotilde, j'ai voulu aborder 2 compétences clés pour tous les chefs d'entreprise, que sont la gestion de son temps et de ses émotions. Et bien évidemment, vous verrez que ces conseils s'appliquent finalement à chaque individu, à chaque professionnel qui souhaite s'épanouir au quotidien. C'est parti donc pour ce moment privilégié avec Clotilde Dussoulier. Bonjour Clotilde, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Tu sais que je parle beaucoup de toi et du travail de toute ton équipe au sein de ton entreprise de coaching Change ma vie. Et aujourd'hui, nous avons vraiment cette chance de te recevoir pour parler de la gestion de son temps et de ses émotions en tant que chef d'entreprise. Parce que l'état d'esprit du leader, c'est un de nos facteurs de réussite. Et en ta qualité de Master Coach certifié, tu vas pouvoir nous apporter des éclairages précieux en ce sens. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi ta mission au sein de Change ma vie? Oui, merci beaucoup. Déjà, merci de me recevoir, Tiffaine. Je suis ravie de cet échange. Donc, je suis Clotilde Dussoulier. Je dirige l'entreprise de coaching Change ma vie, que peut-être parmi tes auditeurs et tes auditrices, certains connaissent à travers notre podcast, que donc j'ai lancé il y a un peu plus de 6 ans maintenant, avec pour mission donc à la fois le podcast et le programme de coaching qu'on propose, pour mission d'équiper le maximum de personnes d'outils qui permettent de mieux se comprendre pour mieux diriger sa vie. En fait, je suis partie du constat que pour la plupart d'entre nous, on manque beaucoup de clés de compréhension de son cerveau et de ses émotions, alors qu'une fois qu'on a en main ces clés, tout est beaucoup plus simple et qu'on peut piloter son bateau avec beaucoup plus de confiance. Alors, dans un premier temps, justement, on va parler de cette notion d'émotion parce que c'est un de tes sujets de prédilection. Enfin, moi, en tout cas, c'est grâce à ce sujet-là que je suis venue jusqu'à Change ma vie. Parler des émotions, pourquoi? Parce que bien souvent, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on est un peu sujet à ce qui s'appelle les montagnes russes émotionnelles. Et dans un premier temps, ce que j'avais envie d'évoquer avec toi, c'est la notion du succès. Donc, on commence un petit peu par la fin, entre guillemets. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est forcément ce à quoi on aspire, avoir du succès. Mais pourtant, quand on y est, on a parfois du mal à le voir. On a du mal à voir ces petits morceaux de succès, les petites victoires du quotidien. Alors, comment on peut justement mieux célébrer ces succès en tant qu'entrepreneur? Alors, j'aime beaucoup cette question et à mon sens, il faut remonter juste un cran en avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée cette difficulté? Ce qui crée cette difficulté, c'est l'idée qu'on a tous et toutes en démarrant que la raison pour laquelle on veut ce succès, quelle que soit la définition de notre succès, c'est parce qu'on pense que une fois qu'on sera arrivé là-bas, eh ben, on se sentira bien tout le temps, tout sera hyper facile, on pourra se reposer, tout sera fluide, on se sentira bien et tout. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que au fur et à mesure de notre parcours, on ne fait que échanger certains problèmes contre d'autres problèmes. C'est-à-dire que quand on démarre, on a certains problèmes. Quand ça commence à marcher, on n'a plus les problèmes qu'on avait avant, mais on a des nouveaux problèmes. Et en fait, ça se produit comme ça tout au long du chemin. Donc, à mon sens, l'idée, c'est pas tant de se dire comment est-ce que je fais pour qu'il n'y ait plus de problèmes, mais c'est plutôt comment est-ce que je m'équipe pour que mon rapport aux problèmes soit différent et que je puisse aborder les problèmes non pas en y résistant
en me disant si j'ai des problèmes, ça veut dire que je rate, ça veut dire que je suis en train d'échouer, mais plutôt bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des challenges, avec le succès comme avec les difficultés, et qui est-ce que je veux être face à ce problème, quelles ressources je veux déployer. Et donc tout ça pour dire que cette gestion des difficultés, ce rapport qu'on a au problème, est beaucoup ancré dans les émotions qu'on ressent face à ce problème. Et donc la gestion des outils de régulation de nos émotions permettent d'aborder les problèmes d'une façon qui permet de les résoudre beaucoup plus sereinement. Mmh. Et d'accepter justement que ces problèmes, en fait, ils font partie du quotidien. Il y a vraiment, je sais chez la plupart de nos clientes gérantes, cette idée que vraiment j'aurais réussi quand j'aurais plus aucun problème. Et il y a un autre aspect aussi par rapport au succès, c'est quand je me sens un peu victime de mon succès. Je vais te donner un exemple. Dans notre secteur, certains centres, cette année, sont très occupés et les délais d'attente pour prendre rendez-vous dans ces centres peuvent attendre plusieurs semaines. Et donc, il y a une grande frustration des gérantes et des équipes qui vivent ça, mais aussi une culpabilité de ne pas pouvoir dire oui à toutes les clientes. Et donc, ces équipes et ces centres vivent en fait dans un stress permanent où tout semble urgent et tout ce qui leur tient vraiment à cœur, c'est relégué à on fera ça plus tard quand le rush sera calmé. Alors, c'est une question importante. Comment on arrive à prendre du recul émotionnel pour profiter justement de ce succès, de cette fréquentation et ne pas perdre le cap vers sa vision, ce qui nous est le plus important? Oui. Dans des situations comme celle-là, on voit vraiment ce que tu évoques comme type de situation permet vraiment d'illustrer quelque chose qui est au cœur de l'approche Change ma vie, qui est de se dire ce n'est pas la longueur de la liste d'attente qui crée ma frustration et mon stress. C'est j'ai une longueur de liste d'attente, j'ai un certain délai pour accepter les demandes des gens et c'est ce que j'en pense et les pensées que je propose aussi à mon équipe, qui du coup y adhèrent aussi. Donc ce sont mes pensées au sujet de cette demande et de la durée de l'attente qui créent ma frustration et mon stress. Et donc ça permet de créer une sorte de sas de questionnement qui est qu'est-ce que je me raconte sur l'expérience de mes clients et de mes clientes, sur l'expérience de mon équipe, sur ce que les gens vont penser de mon salon ou de mon spa, etc., qui me frustre, qui me crée du stress. Et en fait, c'est vraiment sur cet état d'esprit-là qu'on a le plus de pouvoir, parce que une autre personne qui aurait le même nombre de demandes et la même liste d'attente pourrait avoir des pensées tout à fait différentes qui lui créeraient plutôt de la fierté, de la confiance, un sentiment d'abondance. Voilà, elle pourrait presque se dire, en fait, ça fait partie de l'ADN de ma marque, c'est qu'on a beaucoup plus de demandes qu'on ne peut en traiter. Les clientes qui décrochent leur rendez-vous, pour elles, c'est comme si elles avaient gagné à la loterie. Et à ce moment-là, la personne se sentirait tout à fait différemment. Absolument. Et justement, ça fait lien avec ma question suivante. On va parler des 2 difficultés principales qui ressortent, en tout cas chez nos gérantes dans le secteur esthétique. C'est ce fameux rapport aux autres que tu viens d'évoquer. Donc, dans le rapport aux autres, c'est qu'est-ce que vont penser mes clients? Qu'est-ce que vont penser les autres si je change ça et ça dans mon centre? Certaines des gérantes écoutent beaucoup, beaucoup les avis de leurs proches. Et le résultat pour elles, c'est qu'elles ne se sentent pas libres. Elles ont parfois du mal à prendre leur place de leader. Et ça rejoint un petit peu ce fameux syndrome de l'imposteur où on aurait besoin finalement de la validation extérieure. Est-ce que tu peux nous aider? Comment est-ce qu'on peut faire quand on identifie ça? Dans ce type de difficulté, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un questionnement qui, à mon sens, est assez genré parce que le conditionnement social que reçoivent les petites filles, les jeunes filles, puis les femmes, c'est plusieurs choses. C'est d'une part que il faut que tout le monde soit content. C'est leur rôle de faire en sorte que tout le monde soit content. Elles sont les chefs de l'harmonie, des besoins des autres, etc. Donc il y a un conditionnement qui est beaucoup vers la satisfaction des besoins des autres. Donc ça, c'est une première partie du conditionnement qui est en jeu ici. Mais il y a aussi beaucoup cette idée que on ne nous demande pas beaucoup de nous valider nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on grandit beaucoup en se disant c'est en fonction de ce que disent mes parents, de ce que disent mes amis, de ce que disent mes profs, de ce que dit mon patron, que je vais savoir si ce que je fais est bien ou pas. Donc c'est un peu le syndrome de la bonne élève. Et en fait, cette disposition d'esprit peut fonctionner dans certains contextes professionnels. Typiquement, si on a un patron, on se dit, le patron ou la patronne, elle dit, ça c'est bien, je le fais, ça c'est pas bien, je le fais pas, ça va bien se passer.
En revanche, c'est un état d'esprit qui ne fonctionne pas du tout quand on est chef de sa propre entreprise et où, au contraire, on a beaucoup besoin de réinternaliser la vision qu'on a pour ce qu'on est en train de créer, donc ce qu'on est en train de créer en tant qu'entreprise, en tant que valeur, en tant que culture d'équipe, en tant que qualité de service. En fait, ça, il faut repartir d'une sorte de page blanche pour se dire, si je n'avais aucun marqueur extérieur de ce qui est bien ou mal, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je veux créer dans le monde qui réponde à certains besoins et qui incarne certaines valeurs? Et ça, en fait, si on ne prend pas le temps de mener cette réflexion et de la moduler évidemment au fil du temps, et ben en fait on est comme un poulet sans tête, c'est-à-dire qu'en fait on se dit ok, quelle formule est-ce qu'il faut que je suive pour qu'on me dise que c'est bien? Et ça, le problème, c'est que généralement, quand on crée son entreprise, on a cette envie de fabriquer quelque chose qui n'existe pas encore, de faire quelque chose qui nous ressemble juste à nous. Et donc, on est un petit peu assis entre deux chaises. Et donc, moi, ma recommandation, c'est vraiment d'accepter l'inconfort, de créer quelque chose qui n'existe pas encore, de créer sa propre formule du succès. Et là aussi, de se dire, c'est normal que ce soit inconfortable et toutes les personnes, en fait, moi, je suis beaucoup dans une logique de normalisation de ces difficultés d'entrepreneurs, c'est que toutes les personnes qui se proposent de créer quelque chose de nouveau, de créer leur propre entreprise, rencontrent exactement ces difficultés. Et la différence entre ceux qui, au bout d'un moment, arrivent à créer ce qu'ils veulent et les autres, c'est à quel point est-ce qu'ils ont été, ou elles ont été prêtes à traverser cet inconfort en sachant que de l'autre côté, il y a le palier suivant de croissance, d'ancrage dans ce qu'on veut, de confiance en soi, etc. Ça me parle aussi beaucoup ce que tu nous évoques ici. La deuxième grande difficulté dans notre secteur, c'est la gestion des équipes. C'est une des plus grosses difficultés, en fait. En tout cas, cette année, ça a été vraiment ces retours-là. Il y a d'un côté celle qui veut être gentille, entre guillemets, en tant que manager, mais qui déplore quand même le départ de certaines de leurs esthéticiennes. Et puis, il y a celles qui sont vraiment figées, qui ont vraiment peur de manager, comme par exemple donner du feedback, fixer des objectifs ou recadrer si besoin. Et voilà, si on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est par peur aussi de devoir recruter si leur management ne plaît pas aux équipes. Alors, c'est assez difficile finalement de se positionner dans la relation qu'on veut créer avec les équipes. Comment est-ce qu'on peut, à ton avis, repenser cette relation avec son équipe pour la vivre sereinement et pour vraiment se sentir leader? À mon sens, ça démarre par une réflexion entre soi et soi, c'est-à-dire en tant que créateur ou chef d'entreprise, de clarifier d'abord entre soi et soi quel est cet environnement de travail qu'on crée, quelles sont les règles du jeu dans cet environnement de travail, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui ne l'est pas, voilà, de quelle façon est-ce qu'on s'occupe des clients, de quelle façon est-ce qu'on s'occupe de l'environnement, de quelle façon est-ce qu'on fixe des objectifs, des standards de qualité, de quelle façon est-ce qu'on communique, etc. Pour ensuite, finalement, quand on invite des personnes à rejoindre cet environnement, qu'en fait, on n'ait pas l'impression que c'est la personne qui va dire ah ben moi je veux faire ci, je veux faire ça, moi je fais comme ci, je fais comme ça. En fait, l'accord au départ, c'est pas vous allez venir dans mon entreprise et vous allez faire ce qui vous plaît. C'est si tu acceptes de venir dans cette entreprise, voilà les règles du jeu auxquelles moi je vais me tenir et auxquelles toi je vais te tenir. Et en fait, le fait d'avoir cette idée très claire, c'est un petit peu comme si on était sur un terrain de foot et que quelqu'un arrive avec sa raquette de tennis et commence à faire n'importe quoi ou de la corde à sauter. Les gens sur le terrain de foot disent pas t'es nul, on veut pas de toi, c'est juste en fait ici on joue au foot. Donc si tu veux rester ici, il va falloir jouer selon ces règles-là et c'est ça les objectifs. Et donc le fait qu'il y ait ensuite potentiellement des conversations inconfortables, beaucoup de craintes de déplaire, de paraître trop autoritaire ou pas aimable au sens voilà digne d'être aimé, etc. Ça fait partie là aussi du jeu et c'est vraiment quelque chose, à mon sens, le management et ces conversations inconfortables. Ça aussi, ça fait partie des apprentissages. C'est un peu l'apprentissage par le feu, c'est-à-dire il n'y a pas de façon facile d'aborder ça, sauf de se dire plus j'ai ces conversations-là, plus j'essaye à chaque fois de les aborder en étant plus aligné avec c'est pas un jugement de personne à personne, c'est pas que je ne t'aime pas, c'est pas que etc. C'est simplement voilà les règles du jeu, je te les rappelle. Ce qui s'est passé, ça ne correspond pas. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si c'est corrigé, on repart. Et si c'est pas corrigé, on est désolé, on joue pas le même sport selon les mêmes règles du jeu. On va pas pouvoir jouer ensemble. Absolument. Et souvent, je rappelle aussi aux managers une notion qui est importante, c'est que quand une nouvelle esthéticienne rejoint une équipe, c'est vraiment un choix
de sa part de venir, de choisir cette entreprise pour y exercer son talent et son métier. Et souvent, cette petite notion-là fait que, bah oui, en fait, le manager, c'est pas celui qui doit, hein, tu parlais au début, la femme qui veille à l'harmonie pleine et entière. C'est vraiment, avoir une équipe, c'est vraiment un choix et une décision prise par deux adultes de dire, bah, on va créer quelque chose ensemble. Et le fait de recadrer ça aussi, ça les aide beaucoup en général. En tout cas, les managers qu'on accompagne, ça les aide aussi beaucoup. C'est ça. Et en fait, pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est de dépersonnaliser la discussion. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, en tant que personne, qui propose à cette personne-là de faire quelque chose ensemble. C'est moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai créé un environnement, une entreprise qui a une mission, des valeurs, une valeur à créer dans le monde. Et c'est toi, en tant que personne, est-ce que tu veux venir mettre tes talents et ton temps et ton énergie au service de ça? Parce qu'en fait, si on sort de l'idée de t'es pas sympa, tes efforts ne comptent pas, etc. Si on sort de ce côté-là, mais qu'on est vraiment en mode c'est une entreprise qui fonctionne selon certaines règles et tu choisis. Si tu veux pas y jouer, il y a aucun problème et t'es une personne formidable. C'est juste, il faudra que tu exerces tes talents ailleurs. Et donc en fait, c'est moins on rend les choses personnelles, plus on arrive à avoir des discussions qui sont factuelles et ancrées dans des valeurs et des règles du jeu d'un business. Exactement. On va parler maintenant du rapport au temps et de la gestion du temps. C'est aussi un des deuxièmes pans très importants dans la vie, en tout cas de nos gérantes et de nos chefs d'entreprise. Est-ce que tu peux nous faire un rappel tout d'abord de notre rapport au temps dans notre société et ses conséquences? Alors, c'est un très vaste sujet sur lequel on pourrait écrire plusieurs livres, mais je pense que ce qu'on peut souligner dans le contexte de cette conversation, c'est déjà qu'on a un rapport au temps qui est d'une façon générale gouverné par la rareté. C'est-à-dire que on a tous l'impression d'avoir moins de temps disponible que de choses qu'on aimerait faire, d'utilisation qu'on aimerait faire de ce temps. Et donc, à partir du moment où on part de ce présupposé, finalement, on est dans une façon de gérer une ressource qui est rare, qui est non renouvelable. Et donc, on est dans une sorte de tension permanente, surtout quand on est chef d'entreprise, une tension permanente à se dire, à se répéter, je ne vais pas avoir le temps, tout ça prend trop de temps, ça ne va pas assez vite, et puis j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et donc ça crée finalement une façon d'utiliser son temps dans lequel on fait le lit de l'insatisfaction, puisque à la fin de la journée, on se dit entre tout ce que j'aurais voulu faire, qui est complètement irréaliste, tout ce que j'aurais voulu faire et ce que j'ai réussi à faire, il y a toujours un décalage qui va pas dans le sens qu'on voudrait. Donc ça, c'est essentiellement cette idée de rareté. Et on ajoute à ça une difficulté particulière quand on est dans un métier qui est beaucoup dans le soin de l'autre, le soin à l'autre, ou dans le cas d'un spa, par exemple, c'est un peu antinomique. C'est-à-dire que essayer de presser les gens alors qu'ils sont venus se détendre, ça crée en plus une surcouche de difficulté qui est de se dire comment est-ce qu'on fait pour gérer le temps sans stresser les gens, sans stresser les équipes, puisque les équipes doivent se sentir à l'aise, etc. Donc, ce sont des, en fait, on peut là aussi se dire un peu, c'est la règle du jeu, et donc en fait, on se dit c'est ça les contraintes dans lesquelles on se propose de jouer, et donc comment est-ce que je peux aménager ma gestion du temps dans ma tête, mais aussi ma gestion du temps avec mes équipes et extérieurement pour minimiser au maximum cette impression de rareté, de précipitation et de il y a jamais le temps. Il y a un deuxième phénomène, donc rareté, et j'aime beaucoup cet éclaircissement dans notre secteur où on propose du bien-être, où on propose à nos clients de lâcher la montre et de laisser de se poser vraiment dans le temps. C'est vrai que nous derrière les équipes, ça court dans les couloirs, ça prépare des cabines, il faut pas prendre le client en retard, etc. Donc c'est un vrai un vrai enjeu du quotidien. Il y a une deuxième chose que j'aimerais évoquer avec toi qui est très récurrent du côté des gérants qui sont managers, mais même des chefs d'entreprise, c'est la notion de micromanagement. Alors le micromanagement, c'est le fait de vouloir tout faire, tout ramener dans sa to-do list. Je préfère faire moi-même parce que ça sera mieux fait, je préfère le faire moi-même parce que si je l'explique à quelqu'un, ça va me prendre encore plus de temps, etc. Comment est-ce qu'on fait pour chasser ce micromanagement, s'en libérer? Il y a 2 clés que je veux évoquer. La première, c'est de se dire, en fait, la raison pour laquelle on s'entoure d'une équipe, c'est pour justement ne plus tout faire soi-même.
Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'au moment où on s'entoure d'une équipe, on a soi-même un haut degré d'expertise dans ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire que souvent, on portait toutes les casquettes, on faisait tout, et bien sûr, on faisait tout de la façon qui nous convenait à nous. Et donc, en fait, quand on se propose de déléguer certaines tâches à une autre personne, ce qu'on voudrait idéalement, c'est que la personne continue à faire ces choses-là à 100% exactement comme nous, on les faisait, parce que ça nous donne une impression de sécurité. C'est-à-dire, on se dit, puisque ça a marché jusqu'à présent quand je faisais les choses comme ça, je veux que la personne continue à faire ça, parce que si elle ne le fait pas, à ce moment-là, mon cerveau a beaucoup de place pour se dire, non mais ça va plus du tout aller, les gens vont pas être contents, ça va être la dégringolade. Mais la clé importante, c'est de se dire, au moment où je délègue cette tâche à quelqu'un d'autre, il faut que j'accepte que ce soit fait dans un premier temps, peut-être à 70 ou à 80% de la qualité ou de l'expertise que moi j'apportais, parce que c'est normal, cette personne-là, elle débute. Elle débute avec cette tâche, elle débute dans cet environnement, pour lui donner la possibilité, ensuite, avec le feedback qu'on lui apporte, de monter à 100%. Donc ça, c'est ce qui est important, et surtout de valoriser, si moi je ne fais plus cette tâche, ça va me libérer du temps et de l'énergie pour faire d'autres choses. Et donc, en fait, effectivement, cette tâche sera peut-être un peu moins bien faite, mais je vais compenser à l'échelle de mon entreprise et de mon centre en m'occupant d'autres choses sur lesquelles j'aurai peut-être plus de valeur ajoutée. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas regarder que à l'échelle de cette tâche qui sera temporairement moins bien faite à mes yeux que ce que je faisais, c'est à l'échelle de toute l'équipe et de toute l'entreprise, de quelle façon est-ce que le niveau de qualité et de valeur va augmenter. Et l'autre élément qui est, à mon avis, clé, c'est que quand on délègue cette tâche, l'idée, c'est de ne pas déléguer tant le comment que le résultat. Et se mettre d'accord avec la personne en disant, je te demande de faire telle chose. Et en fait, ce que je veux, c'est pas que tu fasses ces actions-là exactement. C'est pas seulement ça. C'est la raison pour laquelle on veut faire ça comme ça. C'est parce que ce qu'on cherche à créer, c'est tel niveau de qualité, tel type d'expérience pour la cliente, telle gestion des réserves, etc. Et donc, en fait, le fait de communiquer ça clairement et souvent à la personne, ça signifie que la personne aura sa propre flexibilité et son propre pouvoir d'initiative pour se dire, eh ben, peut-être si j'ai plus de cette ressource ou de cette réserve, etc., comme je sais pourquoi est-ce qu'elle m'a confié ça, je vais pouvoir faire autrement. Parce que sinon, elle peut se retrouver à faire exactement ce qu'on lui a dit. Il y a un truc qui a déraillé en route, mais elle s'en est pas rendue compte parce qu'on lui avait pas donné les clés pour garder en tête où est-ce qu'on veut aller et pourquoi. Et donc ça, c'est vrai que ça demande du temps, mais ça permet de se sortir de cette idée de déléguer des micro-tâches. C'est que au lieu de déléguer le comment et le quoi, si on délègue le pourquoi, il y a aussi beaucoup plus de satisfaction dans la tâche pour la personne, qui du coup se sent beaucoup plus responsable du résultat. Et à ce moment-là, on manage au résultat et non pas à la tâche ou au comment. Et ça sort complètement du micromanagement. S'attacher au résultat, effectivement. Et puis le dernier point, la dernière difficulté qu'on a un petit peu recensée dans ce rapport au temps, à la gestion du temps des chefs d'entreprise, c'est comment tenir ses engagements dans son planning. J'ai beaucoup de gérantes qui me disent que lorsqu'elles sont bloquées, elles se sont bloquées du temps pour avancer sur un sujet. Et en fait, elles font tout autre chose. Elles considèrent que leur priorité, finalement, c'est un peu différent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arrêter cette fameuse procrastination et tenir ses engagements dans son planning? Ce qu'on recommande dans notre accompagnement en coaching, c'est une démarche en fait itérative, c'est-à-dire une démarche avec des boucles de feedback à soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de démarrer en se disant, voilà cette semaine ce que je vais faire, voilà les moments que j'ai prévus pour faire telle et telle chose. Et évidemment, à la fin de la semaine, on n'aura pas fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait au moment où on voulait le faire. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est de sortir du réflexe de jugement ou de découragement ou de résignation et de se dire de deux choses l'une. Soit, effectivement, j'avais mal évalué les priorités et j'ai bien fait de faire cette autre chose parce qu'il y avait, par exemple, un problème de relation avec la cliente et j'ai très bien fait de sortir de mon bureau pour gérer ça parce que, voilà. Donc, c'était bien de gérer ça à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, la semaine prochaine, quel est le temps tampon que je me garde pour ce type d'urgence? Ou alors, en réalité, je n'ai pas fait cette tâche de, par exemple, travailler sur ma vision ou travailler sur mon plan de développement, etc.,
parce que dans l'instant, c'était inconfortable, je savais pas par où commencer, je me disais que ça allait être nul, etc. Et donc, j'ai choisi d'aller faire l'inventaire des réserves dans la pièce de stockage. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'aurais besoin de me dire la prochaine fois que je travaille, par exemple, sur ma vision pour mon centre? Au moment où je vais avoir toutes ces difficultés intérieures qui vont remonter, qu'est-ce qu'il va falloir que je me dise pour me tenir à mon planning? Donc, en fait, l'idée, c'est toujours de se dire, le planning, il faut qu'il soit au service de nos objectifs. C'est pas un problème de dévier du planning si on avait une bonne raison, une raison avec laquelle on continue à être aligné quand on fait le bilan en fin de semaine. On a eu plein d'éclaircissements. Merci beaucoup, Clotilde. Est-ce que tu aurais un tout dernier conseil à donner aujourd'hui à un ou une chef d'entreprise, alors qui gère un centre ou pas, hein, on parle d'entrepreneuriat au sens large? Alors, le conseil que je voudrais vraiment donner, c'est de ne pas rester seul avec ces difficultés, qu'elles soient émotionnelles ou tactiques ou stratégiques, parce qu'en fait, je pense qu'il y a dans l'imaginaire collectif une sorte d'illusion totale sur ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qu'est le management, ce qu'est la gestion d'une entreprise, et qu'en réalité, ce dont on a le plus besoin, c'est d'un environnement comme toi, tu peux le créer, ou comme nous, chez Change Ma Vie, on peut le créer, qui permet de réunir des personnes qui vont dire la vérité sur les challenges qu'elles rencontrent au quotidien et à quoi ça ressemble vraiment. Parce qu'en fait, on a tendance à comparer notre expérience intérieure, extérieure et complète dans tous ses hauts et ses bas avec une espèce d'image instagrammable ou voilà ce qu'on raconte dans les magazines de management ou d'entrepreneuriat. Et en réalité, c'est beaucoup cette résistance aux difficultés qui fait qu'on se dit je dois pas être faite pour ça, à mon avis. Si je rencontre ces difficultés, ça veut dire que je suis en train d'échouer, alors qu'en réalité, non. C'est si tu rencontres des difficultés, bienvenue, bienvenue dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat et de la gestion d'une équipe et d'une entreprise. Et c'est simplement, ok, c'est juste des compétences qui te manquent. Et donc, mets-toi dans un environnement dans lequel tu vas pouvoir faire retomber cette impression d'échec pour simplement t'équiper des compétences dont tu as besoin pour aborder la phase suivante de ton développement. Absolument. Merci beaucoup en tout cas pour cette recommandation et ce conseil très précieux. Merci pour tous tes partages. Je vous invite bien entendu à suivre Clotilde et son podcast Change Ma Vie, qui sont des outils formidables pour cultiver son état d'esprit, surtout quand on est gérant, manager ou chef d'entreprise. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, Clotilde et son équipe ont créé le programme Change Ma Vie, alors que je suis personnellement depuis 2018, ça fait un petit moment maintenant, mais qui permet vraiment de transformer son état d'esprit, son mindset. Moi, je le vois et je les utilise au quotidien. Et merci beaucoup, Clotilde, pour ça. Merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient s'intéresser à la thématique de l'équilibre de vie entre leur vie pro et leur vie perso, qui est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est complètement central dans cette gestion du temps, on propose une masterclass sur la thématique de l'équilibre début octobre. Et donc, j'invite chaleureusement celles et ceux qui nous écoutent à s'y inscrire. C'est sur changemavie.com/équilibre. Parfait. On y sera. Alors, merci beaucoup, Clotilde. À très vite, j'espère, pour peut-être d'autres sujets. On a plein de sujets à explorer. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Tiffaine. Merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.